Et comme à l'accoutumée, que serait un couple, une histoire sans ses conseillers qui nous accompagnent tout au long de l'émission? Et celle qui sera avec nous, c'est Diante Afoué Emmanuela Adiafi. Elle est formatrice, conseillère matrimoniale et conférencière. Alors, comment ça va? Très bien, Méliane. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Plaisir partagé pour moi. Aujourd'hui, on va inverser les rôles. Alors, c'est vous qui annoncez la première rubrique de ce jour. Quand la traduction et le contrôle se rencontrent, ça donne cette belle romance à laquelle nous allons assister maintenant. Voilà. Quand tu as envie de dire quelque chose? Ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est les relations à distance se construisent difficilement. Du fait de l'éloignement, on a des responsabilités chacun sur le territoire où on réside. Et donc, faire le pas pour se rencontrer 2 fois par an, c'est très peu. Mais je constate avec vous que vous avez su optimiser les moments téléphoniques qui n'étaient pas des moments abstraits, mais de vrais moments de conversation où on arrive à construire vraiment quelque chose. C'était pas superficiel. C'est ce que j'apprécie particulièrement. Et merci pour votre intervention, Madame la conseillère. Moi, j'aimerais bien que vous alliez un peu plus en profondeur. On parle à bâton rompu. Ouais. Quand vous dites « je ne suis plus le mari de ma femme », concrètement, ça se manifeste comment? Qu'est-ce que vous ne faites plus qui vous emmène à dire que vous n'êtes plus son mari? Bon, il faut remplir ses devoirs, par exemple conjugaux. Hein? Ces devoirs-là, quand on ne les remplit pas parce qu'on met en avant la fatigue, on met en avant le fait qu'on s'occupe de l'enfant. Et on avait une fille qui voulait énormément d'attention. Hein. C'est-à-dire que quand on la met au lit à 20h, on ne sait jamais à quel moment elle va s'endormir. Donc, ça faisait que, bon, à ce niveau-là, plus rien ne se passait. Donc, à un moment donné, il est vrai que des relations auraient pu se créer. D'accord, mais c'est parce qu'il y a quand même eu le dialogue entre nous. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Elle a dit écoute, fais attention parce que le chemin sur lequel tu es en train de partir là, ça peut quelque part nuire à notre couple. D'accord. Donc le fait qu'elle m'ait quelque part redressé les bretelles, ça a permis que je puisse mettre les garde-fous. Il fallait les mettre. Ça arrive à beaucoup de couples de subir la vie. On se laisse aller au train-train quotidien. L'éloignement qu'ils ont vécu, ça arrive à bon nombre de couples, mais on n'a pas toujours le recul de dire stop, il faut que ça s'arrête. Et ça m'amène à dire que dès le départ, il faut partager la même vision avec la personne qu'on épouse. Dans leur cas, imaginons-nous que madame était quelqu'un qui est très Europe, qui est complètement bloqué sur le fait qu'on ne réussit que parce qu'on est à l'étranger. Et monsieur, non. Donc, madame, elle va vouloir rester à l'étranger, vaille que vaille, parce que ça fait beau devant les gens de dire que je vis à l'étranger, j'ai une belle maison, je suis propriétaire. Tout ça, ça fait joli. Mais en réalité, on est vide de l'intérieur. À la limite, un peu d'eau dans son vin par rapport à ses ambitions sur place, et puis que nous pensons famille, mais tout en ne niant pas notre droit d'être épanoui en tant que couple. Merci Madame la conseillère. Pour cette rubrique, nous nous tournons d'abord vers notre conseillère maison. L'environnement est-il indispensable à l'épanouissement d'un couple? Tout à fait. Nous vivons dans un environnement, donc obligatoirement, l'environnement a un impact direct sur la vie de couple. Alors, l'environnement, on a d'abord le premier environnement qui est social, les personnes que nous fréquentons, la famille, les amis. On a ensuite l'environnement professionnel qui va avoir un très grand impact puisque la plus grande partie de notre temps, nous le passons au travail. Donc, si au travail, ça va bien, c'est un bon impact sur la maison. Si au travail, on est très stressé, une ambiance négative au travail, ça se ressent à la maison. Donc, l'environnement a forcément un impact sur l'épanouissement ou le mauvais épanouissement du couple. Je dirais dans un premier temps, oui et non. Tout dépend de la vision que nous avons de notre propre épanouissement. L'Afrique est moins stressante parce que en tant que couple, vous pouvez facilement avoir une aide à la maison. On a du personnel à portée de main. Donc du coup, c'est une très bonne aide pour la femme de maison. On peut aller au travail
et ne pas avoir le souci de rentrer avec toutes les tâches ménagères qui vous attendent. Déjà ça oxygène. Vous avez du temps à accorder à votre époux, à vos enfants. Donc déjà de ce point de vue, on peut dire que l'Afrique est un environnement plus favorable que l'Europe. En Europe, ce n'est pas permis à tout le monde, à qui veut, de se prendre une aide à la maison, d'avoir une nounou. Vous êtes tenu de faire tout vous-même. Et donc, ça vous fait courir. On court pour aller au travail, on court pour rentrer. Comme madame l'a expliqué, il faut aller prendre la petite à l'école parce que après passer une heure, on vous la gardera pas. Donc, soit vous trouvez après la crèche qui doit la garder et il faut encore payer pour cela. Donc, ça fait beaucoup de stress. Dans l'autre sens, on dira que l'Europe aussi est un bon environnement. Pourquoi? Parce que ça oblige des personnes qui ne font rien ensemble à le faire. Là, il n'y a pas « je suis un homme, elle est une femme, c'est la tâche de la femme ». Vous êtes tenus de le faire ensemble. L'Europe est aussi bien parce que pour les personnes qui sont beaucoup dans les amitiés, après le boulot, il y a les after-work. En Europe, on se permet pas de faire des after-work comme ça tous les jours. Donc, l'Europe peut, sous ce angle-là, être un bon environnement. Mais après, qu'est-ce qu'on donne comme sens à ce qu'on appelle la qualité de vie? Si la qualité de vie pour vous, au-delà du salaire important que vous touchez, c'est je veux pouvoir me poser, je veux pouvoir accorder du temps à mon conjoint, je veux pouvoir faire des choses avec mes enfants. Ma fille, elle a 1 an, elle n'aura plus jamais 1 an dans sa vie. Si j'ai raté son anniversaire de 1 an, si j'ai raté le moment où elle a dit pour la première fois « papa », mais ça n'arrivera plus jamais. Donc, si la qualité de vie pour vous se définit par ces éléments, par ces indices, alors l'Afrique peut être véritablement un havre de paix pour votre couple. D'abord, le manque de communication. Quand on arrive à ne plus se parler pour des choses pas importantes, parce que pour les choses importantes qu'on veut ou pas, on est obligé de se parler. Mais pour des choses banales, on prend le cas de monsieur et de madame, qui étaient très amis. Ils disaient qu'ils se parlaient, mais s'envoyaient au moins 100 messages dans la journée. Ça veut dire que monsieur était le réflexe de madame. Donc, elle est en train de marcher au Maroc, elle voit quelqu'un qui est mal habillé. Hey chérie, regarde devant toi, devant moi là, je vois une femme comme ça. Donc, on se parle pour tout et pour rien. Mais quand on commence à avoir des séparations, on ne se parle plus pour tout et pour rien. Les temps de communication baissent. On commence à ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt. Madame qui était ma meilleure amie, je lui parle moins parce que j'ai moins de temps à passer avec elle. Je passe plus de temps avec un collègue ou une collègue. Ça peut être une collègue qui est très sympathique, avec laquelle je me retrouve finalement à partager des choses que je partageais en temps normal avec mon épouse. Donc, le manque de communication, ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt, beaucoup de frustration. Chaque critique ou chaque reproche est pris comme quelque chose de très personnel. Ça aussi, ça peut être un indice. On peut avoir même le mépris parfois. Dans leur cas, ça n'est pas arrivé, mais vous allez constater des couples où chaque parole est faite pour blesser l'autre. Ça, ce sont des indices aussi qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans le couple. Le fait aussi de ne plus avoir de rapport sexuel. Les tests nous disent parfois qu'un couple qui est très épanoui fait l'amour en moyenne 1 fois par jour. Un couple qui fait l'amour 1 fois par semaine, il est simplement épanoui. Mais quand on commence à faire l'amour 1 fois par mois, 1 fois chaque 2 mois, il y a un problème. Donc, ces petites choses-là peuvent être des indices pour vous alerter qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut s'asseoir et trouver l'élément perturbateur et puis régler le problème. J'ai bien envie de rajouter l'infidélité aussi. Oui, l'infidélité nous permet de savoir si tout va bien ou pas. Je ne veux pas justifier l'infidélité de certaines personnes, mais quand on est mal à la maison, on peut sans avoir prémédité cela se retrouver à tromper son époux ou son épouse. Pas forcément parce qu'on n'aime plus son époux ou qu'on aime la personne avec qui on trompe, mais il y a un mal-être qu'on n'arrive pas à exprimer. On n'arrive pas à le manifester et ça se traduit justement par un acte d'infidélité. Madame la conseillère, selon vous, un couple peut-il résister à la distance? Déjà, c'est quoi le mariage? Quand on dit mariage, c'est vivre ensemble. C'est être à deux. L'homme quitte ses parents, la femme aussi quitte ses parents pour se mettre ensemble. Donc, distance et le vivre ensemble,
sont deux choses quand même assez, on va dire, contradictoires. Monsieur tout à l'heure disait, la distance, oui, mais pas dans le temps. Pour des raisons de travail, on peut être emmené à travailler ailleurs, on est d'accord. Mais le couple doit travailler à permettre, à créer le cadre pour que la famille se retrouve en un endroit bien précis. Il ne faut pas que la distance soit éternelle en griffes. Un couple qui vit de façon continue, l'un éloigné de l'autre, franchement, ça ne marche pas. Soit ça marche de façade, on stimule le vivre ensemble, mais en réalité, chacun mène sa petite vie à côté parce que on a des besoins physiologiques, on a besoin d'être câliné, on a besoin d'être écouté, on a besoin de pouvoir râler sur quelqu'un, on a besoin de réfléchir avec quelqu'un, on a besoin de se projeter avec quelqu'un. Mais plus on est loin l'un de l'autre, ça ne favorise plus ces activités de faire les choses ensemble. Donc, dans la durée, c'est pas possible à mon sens. Mais parfois on dit que la distance nous rapproche. La distance nous rapproche, faut le prendre dans un cadre bien précis. On vit les uns sur les autres parce qu'à un moment donné, les charges, les responsabilités familiales, il faut s'occuper des enfants, il faut ramener de l'argent pour payer les charges et tout. Ça fait beaucoup de choses à la fois, ça peut être stressant. Donc en ce moment précis là, qu'on puisse se séparer, que monsieur puisse aller faire seul un voyage, une semaine, 10 jours quelque part. En ce moment-là, la distance devient très oxygénante pour le couple. Mais ce n'est pas une distance continuelle. Non, ça, c'est pas du tout fait pour consolider le couple. Sans rapprochement, on ne peut rien construire. En tout cas, merci pour votre intervention. André, vos mots de fin? Mon mot pour la fin, c'est choisir la personne avec qui on partage la même vision. C'est déterminant pour tous les choix que nous allons avoir à faire plus tard. Quand dès le départ, on ne partage pas les mêmes visions, ça craint, ça peut craindre pour la suite. Beaucoup de recul, savoir comme Monsieur Napon, quand ça ne va pas, il y a l'un dans le couple qui doit pouvoir porter sur lui le fardeau de l'autre. Avoir du recul, de ne pas se laisser aller à nos émotions, comme Monsieur Napon l'a dit. Quand je sens que ça monte, je me calme, je prends du recul avant de revenir exprimer mon besoin ou ma frustration. Ne pas donc réagir toujours du tic au tac parce que ça n'emmène pas forcément à traduire le réel besoin que les mots que nous utilisons sont en train de traduire. Merci infiniment.